Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, bienvenue dans cette capsule. Une capsule solo, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une capsule solo, tiens. Alors je vais me relancer dans les capsules solo pour vous donner quelques informations un peu spécifiques sur, on va dire, des particularités du monde de l'immobilier, des définitions, des stratégies, etc. Puis des fois aussi peut-être de plus en plus vous partager un peu mon expérience, mon vécu et ce que et mon actualité au final. Dans mes projets immobiliers, ça peut aussi peut-être vous intéresser d'avoir du concret. Voilà. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être du concret. Alors oui, ça va être un peu de concret, effectivement, si on l'applique et qu'on est concerné. Mais on va parler de l'encadrement des loyers dans les zones tendues. Alors, qu'est-ce qu'une zone tendue ? Déjà, ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Comme son nom l'indique, c'est une zone dans laquelle la tension locative est forte. Donc, ça veut dire qu'il est plus difficile de se loger que dans d'autres zones. Et donc, pour éviter que ce soit encore plus difficile et qu'il y ait une course au prix, il y a un encadrement des loyers qui est appliqué. Alors, il y a deux types d'encadrement de loyers. Donc, déjà, pour ce qui est des zones tendues, on va pouvoir définir et savoir ce qu'est une zone tendue. Vous avez la liste sur service public, par exemple. Vous pouvez très clairement aller vérifier avec votre code postal si vous faites partie d'une zone tendue. Et donc, si vous êtes dans une autre zone tendue, vous avez, comme je le disais, deux types d'encadrement de loyer. D'une part, des règles qui s'appliquent dans la plupart des communes en zone tendue, donc on va dire la grosse part des communes. Et puis, des règles spécifiques pour certaines villes. Je pense à Lyon, Villeurbanne, par exemple, qui est à côté. Je pense à Montpellier depuis le 1er juillet 2022. Je pense à Bordeaux depuis aussi juillet 2022, le 15 juillet. Je pense à Paris, évidemment, Lille aussi. Voilà, et deux ou trois autres villes qui, elles, encadrent les loyers de manière bien plus spécifique. Et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je vais plutôt m'attarder sur, on va dire, l'encadrement des loyers qui est plus commun, à savoir dans les communes en zone tendue, comme par exemple Toulouse, dans laquelle j'opère, comme vous le savez. Donc on est dans une zone tendue, mais on n'est pas dans des règles spécifiques à la ville de Toulouse. Voilà. Alors, grosso modo, déjà on met de côté les logements soumis à la loi 1948, les logements conventionnés par l'ANA, les logements sociaux, les meublés de tourisme évidemment, on n'est pas concerné. On met tout ça de côté. Là, on parle de la location classique, voilà, sans aucune convention associée à ça ou aucun type particulier de location, mais on est à la fois sur du meublé et du non meublé, mais en location classique. Mais si effectivement vous avez un meublé de tourisme donc qui est classé, pour le coup ça peut être aussi intéressant pour détourner ce type d'encadrement. Voilà. Donc encadrement dans plusieurs cas de la vie du logement. Ça peut être lors de la première mise en location du logement, ça peut être lors du renouvellement du bail entre deux locataires, ça peut être aussi après les travaux, ça peut être après une grosse période d'inoccupation. Est-ce que c'est une période d'inoccupation de plus de 18 mois ou de moins de 18 mois ? On va voir tout ça, je vais vous le détailler. Donc en cas de première mise en location du logement, grosso modo dans les zones tendues, en dehors, encore une fois, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je vous le répète pour que vous le sachiez, sur les zones tendues en dehors des villes spécifiques, comme je disais tout à l'heure, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Paris par exemple, ou Lille, donc sur toutes les zones tendues, vous pouvez fixer librement le montant du loyer pour la toute première mise en location. Donc, alors c'est un peu délicat parce que c'est quoi une première mise en location finalement ? Est-ce que c'est un appart qui est neuf ? A priori oui. Parce que s'il est neuf, c'est la première mise en location. Mais si c'est de l'ancien et qu'il a déjà été loué par le passé, là, on verra qu'après, il y a d'autres règles. Il y a d'autres règles pour justement relatives aux travaux d'amélioration que vous pourriez faire et également d'inoccupation. Donc là, on va se dire, moi, ce que je comprends de cette loi-là, c'est qu'on se dit, si c'est la première location, mise en location pour la première fois, ça veut dire que c'est un logement neuf, très clairement. Puisqu'après, sinon, on serait dans le cas d'inoccupation ou d'après-travaux, qu'on verra tout à l'heure. Donc dans ce cas, finalement, on peut choisir librement son prix.
Voilà, ce qui n'est pas le cas dans les communes comme Lille, Lyon, etc., que je citais tout à l'heure, hein, les communes spécifiques, qui elles vont vous plafonner un montant de loyer au mètre carré notamment, et vont encadrer ça en fait, même lors de la première mise en location. Et donc vous allez être bloqué par tout ça avec des loyers qui seront minorés ou majorés selon si vous avez tel ou tel équipement, terrasse, emplacement, machin, etc. Mais voilà, ça je vais pas en parler aujourd'hui. Et puis après, la question que se posent de nombreux bailleurs, c'est ok, mais quand je renouvelle le bail, c'est-à-dire avec un même locataire par exemple, ou entre deux locataires, comment je peux faire? Bon, ben là, très clairement, lorsque le loyer, lui, est sous-évalué par rapport au prix du marché, vous pouvez, en tant que propriétaire, augmenter le montant du loyer au renouvellement du bail. Mais évidemment, il y a certaines conditions et vous devez le faire en respectant ces règles. Voilà. Je mets de côté le bail mobilité, puisque lui, il ne peut pas être renouvelé. Hein. Si vous maîtrisez mal le bail mobilité, lui, il ne peut pas être renouvelé. C'est un bail précaire, comme on appelle. Donc, c'est plutôt le CDD du bail, on va dire. Et tous les autres, finalement, sont plutôt des CDI. En dehors de, évidemment, congé pour vente et congé pour reprise du logement, vous vous mariez quand même avec le locataire qui, s'il ne veut pas partir, vous ne pouvez pas le mettre dehors, évidemment, que ce soit en location nue ou en location meublée d'ailleurs. Voilà. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe si votre loyer est sous-évalué et que vous voulez réviser son prix au renouvellement du bail? En fait, c'est très clair. Alors, en cas de loyer sous-évalué, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour justement augmenter, évidemment, hein, parce qu'on parle de sous-évaluation, donc augmenter le loyer au renouvellement du bail. Donc là, on ne parle pas des conditions d'indexation du loyer sur un indice, etc., qui est déjà souvent évidemment prévu dans le bail. Hein. On parle de révision de loyer. Là, on n'est pas sur de la révision de loyer, on est sur de la réévaluation à la hausse de loyer au renouvellement du bail. Donc, on va rester sur nos zones tendues, parce qu'après, vous avez d'autres particularités sur les zones non tendues. Sur les zones tendues, ce que vous devez savoir déjà, c'est que depuis fin août 2022, si votre logement est classé en DPE F ou G, vous n'avez plus le droit d'augmenter le loyer, même s'il est manifestement sous-évalué. Voilà, vous devez d'abord faire des travaux de rénovation énergétique avant de réévaluer votre loyer. Ça, c'est la première chose. Si votre logement est classé E, D, C, B ou A, bon, si vous êtes en A, vraiment gros bravo, vous ne devez pas consommer beaucoup d'énergie. Mais grosso modo, si vous êtes en tout cas avec une note meilleure ou équivalente à E, une notation de DPE, eh bien là, vous pouvez réévaluer le loyer. Alors déjà, il faut estimer la sous-évaluation. Comment on estime la sous-évaluation? Rapidement, c'est en comparant les loyers pratiqués dans le voisinage et pour des logements comparables. Voilà. Donc ça, c'est assez vaste, hein, souvent comme définition, mais grosso modo, ça dépend de plein de choses. Alors je vais rentrer un peu dans le détail et de ce que dit la loi et les articles là-dessus. Grosso modo, les logements avec lesquels vous comparez le vôtre, ils doivent être situés dans le même groupe d'immeubles ou dans un autre groupe d'immeubles qui comportent des caractéristiques similaires et qui sont situés dans la même zone géographique. Si par exemple la commune dont fait partie votre bien fait partie d'une agglomération de plus d'1 million d'habitants, vous devez identifier au moins 6 loyers dans la même zone géographique que vous. Si la commune est dans une autre zone géographique, vous devez en identifier au moins 3. Hein. Donc si c'est une agglo plus petite, si vous êtes dans une zone moins grosse, moins autour d'une métropole, on va dire, c'est 3 loyers comparables. Voilà. Et au moins 2/3 de ces références doivent correspondre à des locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis au moins 3 ans. Ça refait une sacrée condition quand même. Hein. Donc vous devez trouver 6 selon où vous habitez ou 3 loyers qui sont donc supérieurs. Puis je vous conseille qu'ils soient largement supérieurs, sinon si c'est pour 10 balles ou 15 balles, ça ne sert à rien de le faire. Et en plus, il faut que 2/3 d'entre eux, donc en l'occurrence 2 loyers sur 3 ou 4 loyers sur 6, si vous êtes dans une grosse agglo, puissent avoir été loués depuis au moins 3 ans au même locataire. Okay, donc ça veut dire que déjà en location meublée, ça me semble un peu compliqué. Ensuite, pour chaque référence, vous devez indiquer plein d'informations très précises. Le nom de la rue, l'indication du numéro de l'immeuble, la qualité et l'époque de construction de l'immeuble, l'étage du logement, la présence éventuelle d'un ascenseur, la surface habitable du logement, le nombre de ses pièces habitables, l'existence d'annexes éventuelles, l'état de l'équipement,
notamment la présence d'eau courante, de WC à l'intérieur ou pas, de salle d'eau, de chauffage, la période de construction de l'immeuble, indiquer si le locataire est dans le lieu depuis au moins 3 ans ou pas, et le montant mensuel hors charge effectivement exigé. Ça, c'est déjà du taf. Mais j'ai envie de dire, c'est faisable, c'est assez faisable. Mais alors, avec ça, vous faites quoi ? Avec ça, vous devez calculer un nouveau loyer. Alors, comment vous calculez un nouveau loyer ? Le loyer que vous proposez, lui, doit être calculé à partir des loyers qui sont pratiqués dans le voisinage, des logements que vous avez comparés dans votre voisinage. Mais attention, c'est pas parce que vous constatez que tout est loué 500 € par mois et que vous louez 400 € que vous allez pouvoir, comme ça, du jour au lendemain, louer 500 € par mois. Non, parce que l'augmentation que vous allez proposer à votre locataire, c'est pas imposer, c'est proposer à votre locataire, ne doit pas dépasser la plus élevée des 2 limites que je vais vous partager. La première, c'est que vous ne pouvez proposer que 50% de la différence entre le loyer qui correspond au loyer pratiqué dans le voisinage pour des logements comparables, comme vous avez pu le faire précédemment, et le dernier loyer appliqué au locataire avant le renouvellement du bail, éventuellement révisé si cela n'a pas été fait, donc révisé selon l'indice de la consommation par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, on est dans du bail d'habitation, on ne parle pas de beaux commerciaux, etc. Je vous invite d'ailleurs à réécouter sur les beaux commerciaux des capsules que j'avais pu faire avec maître Rudy Abselem, qui étaient très intéressantes sur justement la flexibilité et la liberté avec laquelle on pouvait faire un contrat de bail entre professionnels, en tout cas pour du bail commercial. Ce qui n'est évidemment pas le cas sur du bail d'habitation, vous le savez, puisque les locataires sont des consommateurs et sont très protégés à titre particulier. Voilà. Donc première chose, ça veut dire que dans mon exemple, quand moi j'ai un loyer à 400, que tous mes loyers autour sont à 500, je ne peux réviser que de 50 €, 50% de la différence entre ces deux loyers. Voilà, ça c'est plutôt simple à savoir. Mais il y a aussi le cas où j'ai fait des travaux d'amélioration. Donc si j'ai fait des travaux d'amélioration, alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par travaux d'amélioration ? Bon, clairement, ça peut être de la pose de parquet, l'installation d'une cuisine équipée, l'installation d'un digicode, d'un ascenseur, en fait de tout ce qui va améliorer le logement lui-même et qui va améliorer aussi le confort du locataire et notamment en matière de, par exemple, de consommation, mais aussi de vie. Quand finalement on installe un ascenseur, on facilite aussi le confort de l'occupant et si j'installe un digicode, ça sécurise aussi l'occupant, etc. C'est de l'amélioration. Voilà. Donc si j'ai fait ces travaux d'amélioration, je peux prendre 15% du coût réel de mes travaux d'amélioration et je peux augmenter mon loyer annuel d'autant. Exemple, je fais 10 000 € de travaux. 15%, ça veut dire 1 500 €. Ces 1 500 €, je peux les appliquer en augmentation annuelle de mon loyer, ce qui me fait une augmentation de 125 € par mois. 1 500 divisé par 12, 125. Donc là, je serai dans le cas où je pourrais augmenter le loyer, non pas à 450 €, mais à 525 €. Mes 400 plus mes 125. Voilà. Et rappelez-vous, je disais que l'augmentation proposée au locataire ne doit pas dépasser la plus élevée des 2 limites suivantes. Donc là, en l'occurrence, la plus élevée pour moi, c'est mes 125 €, clairement, par rapport à mon benchmark concurrentiel, qui lui ne pourrait me faire augmenter que 50% de cette différence, donc 50 €. Voilà. Attention, ça, je ne peux l'appliquer, ces 15%, que si le coût des travaux d'amélioration est supérieur, donc pas les 15%, mais le coût global de mes travaux, donc mes 10 000 €, est supérieur au loyer annuel de la dernière année. Donc là, en l'occurrence, mon loyer annuel, c'est 400 € x 12, donc 4 800 €. Mes travaux, c'est 10 000, donc je suis dans ce cadre-là. Si mes travaux, ça avait été 4 000, je ne pourrais pas l'augmenter. Mais, attention, si je suis dans le cadre d'un logement nu, je ne peux pas augmenter mes loyers comme ça. C'est-à-dire que je ne peux pas passer de 400 à 525 €. Bonjour, cher locataire, je vous propose d'augmenter le loyer de 400 à 525, ce qui vous fait une sacrée augmentation, plus de 25% d'augmentation. Comme ça, du jour au lendemain, c'est quand même une sacrée inflation pour n'importe quel consommateur que nous sommes. Et donc, vos locataires sont aussi, évidemment. Donc, qu'est-ce que dit la loi ? La loi est très claire, elle dit le loyer sera réévalué sur 6 ans. C'est-à-dire que si la hausse est supérieure à 10% du loyer mensuel, donc là en l'occurrence c'est le cas, c'est le cas puisque de 400 je passe à 525, donc je suis à plus de 25%, il aurait fallu pour que je ne l'étale pas sur 6 ans, que je sois à moins de 440 €, voilà, donc j'ai moins de 40 € de loyer, ce qui dans mon exemple n'arrive ni dans le premier cas, ni dans le deuxième cas d'augmentation proposée. Donc clairement, si j'étale sur 6 ans
mon augmentation de loyer, ça veut dire que le loyer, je le réévalue de 1/6 par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première année, je vais appliquer 125 euros divisé par 6, donc 20,83 euros. Voilà. Puis la deuxième année, je vais augmenter le loyer encore un peu plus. Donc là, ma hausse, elle vient, une deuxième salve de 20,83 € viendra s'empiler, donc je serai à 41,66 euros. Puis la troisième année, etc., jusqu'à arriver à mes 6 sixièmes, finalement, mon 100% d'augmentation. Donc vous voyez, je divise par 6 et j'empile à chaque fois un sixième tous les ans. Voilà, pendant 12 mois. Donc vous voyez, c'est très long, mais en même temps, c'est compréhensible. Si on se met du côté du locataire, évidemment, on va pas ça peut pas être viable de se faire augmenter un loyer, une charge qui correspond quand même à une charge très importante des Français aujourd'hui, le logement, d'autant du jour au lendemain. Voilà. Ok, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on n'impose pas, on propose aux locataires. Donc pour évaluer votre loyer, vous devez en faire la proposition au locataire et vous devez respecter surtout certaines conditions de forme et de délai, comme souvent, parce qu'il y a plein de méchants textes qui, on va dire, vous indiquent la bonne manière. Donc le propriétaire, lui, vous devez faire quoi? Vous devez faire une proposition au moins 6 mois avant la fin du bail. 6 mois avant la fin du bail. Donc déjà, ça veut dire que ça s'anticipe. Okay, vous devez adresser votre demande au locataire, soit en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un acte de commissaire de justice, typiquement un huissier de justice, où vous devez remettre en main propre cette proposition contre un récépissé ou un émargement de la part de votre locataire. Voilà. Je rappelle juste que le délai, on parle de 6 mois, ce délai, il court à partir de la réception, par exemple d'une lettre recommandée ou de l'acte du commissaire de justice. Donc si vous êtes à 6 mois ric-rac, c'est mort. Ça veut dire que soit vous le voyez dans la journée, il vous le signe, il vous l'émarge avec la date du jour, et on est bon. Mais sinon, c'est mort. Si vous l'envoyez par courrier, c'est mort. Donc 6 mois avant. Hein, vous pouvez le faire au final 9 mois avant, 10 mois avant, etc. Mais attention, il y a un formalisme, comme je le disais. La proposition de réévaluation de votre loyer au locataire doit contenir un article, qui est l'article 17-2 de la loi de 1989, que vous devez recopier intégralement sur votre texte. Voilà, je ne vous lis pas grosso modo le texte, parce qu'il y a quelques paragraphes, mais en gros, ça donne les droits et les devoirs de chacun. Et ça vous dit pourquoi vous pouvez réévaluer le loyer du fait d'un loyer manifestement sous-évalué, blablabla. Voilà. Et vous devez indiquer quoi? Évidemment, le nouveau montant du loyer que vous voulez proposer à vos locataires, mais également la liste des références, rappelez-vous, qui ont servi à le déterminer. Donc ça veut dire quoi les références? Ça veut dire soit les travaux, vous puissiez le justifier, soit le benchmark concurrentiel et donc votre petite enquête avec toutes les particularités et les détails que je vous ai signalés tout à l'heure. Voilà. Le locataire, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, le locataire, lui, il doit vous répondre au plus tard 4 mois avant la fin du bail. Donc ça veut dire que si vous l'envoyez vous ric-rac à 6 mois, il a 2 mois pour répondre. Si vous l'envoyez 10 mois avant, il a 6 mois pour répondre. Voilà. Grosso modo, si il accepte, c'est très clair, hein, je vous l'ai dit, si la hausse est supérieure à 10% du loyer initial, eh bien, vous l'appliquez en logement nu par 1/6 annuel. Voilà, donc chaque année, vous appliquez 1/6 de cette hausse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et par contre, si c'est un logement meublé, ce sera un tiers de cette réévaluation par an, donc étalé pendant 3 ans, vous l'aurez compris. Voilà. Refus du locataire, par contre, qu'est-ce qui se passe si mon locataire refuse? Le locataire peut évidemment refuser, puisqu'encore une fois, c'est une proposition, ce n'est pas une imposition. Vous n'imposez pas au locataire, la réévaluation du loyer. Et bien pour ça, il doit vous envoyer un courrier, comme je vous le disais, 4 mois avant la fin du bail. Il y a même un modèle que lui donne l'État pour contester l'augmentation de loyer au renouvellement du bail. C'est quand même magique parce que nous, quand on est propriétaire bailleur, on ne nous donne pas trop de modèles. Par contre, quand vous voulez, vous, en tant que locataire, le refuser, vous avez un modèle écrit par l'État. C'est super sympa, qui dit, conformément à l'article 17.2 de la loi du 6 juillet 89, je conteste cette augmentation. En effet, j'estime que le nouveau montant de mon loyer, soit machin, est trop élevé et n'est pas conforme au loyer habituellement constaté dans le voisinage pour des logements comparables. Dans le cas où vous souhaiteriez maintenir votre proposition d'augmentation, je me réserverai la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation. Mais voilà, c'est magique. Et puis, vous n'auriez plus qu'à attendre et puis aller au carton. Voilà. Donc, grosso modo, en cas de refus, vous ne pouvez pas appliquer évidemment ça au renouvellement du bail. Donc, exit la réévaluation du loyer. Et par contre, l'absence de réponse de la part du locataire vaut aussi refus. D'accord? Donc, ça veut dire que s'il refuse, il peut soit vous envoyer un courrier, mais soit aussi juste se taire, laisser passer le délai.
et donc vous ne pourrez pas non plus l'appliquer. Donc en fait, il doit vous faire un courrier pour dire j'accepte. S'il dit rien, par défaut, son mutisme, ça veut dire qu'il refuse. Donc en fait, accord, voilà, il doit vous le faire parvenir par un accord écrit. Refus, c'est soit écrit, soit rien, soit refus tacite. Ça marche quand même. Voilà, vos recours en cas de refus, on va pas y passer beaucoup de temps. Comme je le disais, comme je le lisais, il y a la commission départementale de conciliation qui peut trouver un accord sur le montant du loyer. Donc vous pouvez couper la poire en deux si vous voulez, si c'est votre truc. Vous pouvez juste être ferme, un peu moins ferme, un peu plus flexible. Et puis vous avez sinon, voilà, si vous n'arrivez pas à trouver d'accord en dépit de l'intervention de cette commission départementale de conciliation, vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection, que vous soyez d'ailleurs propriétaire ou locataire, et puis là, ça part au carton. Voilà. Bref, ça c'était pour, rappelons, rappelons le sujet de l'épisode. Le sujet c'est l'encadrement des loyers, et là on était dans le cas du renouvellement du bail en cas de sous-évaluation du montant du loyer. Voilà. Donc on a vu la première mise en location du logement, plutôt classique, assez libre on va dire, le renouvellement du bail. Ensuite, comment, dans quelle mesure on peut augmenter son loyer, dans quelle mesure celui-ci surtout est encadré. Encore une fois, on ne parle pas des révisions de loyer annuelles selon les indices à la conso, etc. ou d'autres indices. Alors voyons maintenant le cas d'un logement qui est mis en location après moins de 18 mois d'inoccupation. Admettons que votre logement soit vide depuis un an. Voilà, on est à moins de 18 mois, donc 12 mois. 12 mois de vacances, 12 mois. Bon, j'espère que vous n'avez pas 12 mois de vacances locatives, ça craint quand même. Donc là, grosso modo, première chose, c'est que vous devez, ça c'est obligatoire, mettre sur votre bail le montant du loyer appliqué au dernier locataire. Ça doit figurer dans le bail, c'est obligatoire. Ça c'est la première chose. Ça indique en fait quel était vraiment le prix de votre logement avant la période d'inoccupation pour le nouveau locataire qui signerait un bail. Mais vous pouvez évidemment augmenter ce loyer dans certains cas. Alors, ces cas diffèrent selon si le bail est signé avant le 24 août 2022 ou après depuis le 24 août 2022. Là, en l'occurrence, a priori, c'est le logement. Vu que le logement est inoccupé depuis plus de 18 mois, a priori, vous allez signer un bail après le 24 août 2022. Je ne sais même pas pourquoi on peut avoir encore la comparaison. Voilà. On va prendre le cas où vous avez un loyer qui n'a jamais été révisé donc au cours des 12 derniers mois. C'est le cas puisque du coup, si mon logement est vacant depuis 12 mois, je n'ai forcément pas révisé le loyer. Donc si je n'ai pas révisé le loyer, je peux augmenter le loyer de la variation annuelle de l'IRL. L'IRL qui a été publié à la date de la signature du nouveau bail. Voilà. L'IRL, c'est quoi? C'est l'indice de référence des loyers. Tout à l'heure, je parlais d'indices à la consommation, etc. Il y a plusieurs types d'indices. Là, en l'occurrence, sur la location, en habitation, on est sur l'IRL, l'indice de référence des loyers. Grosso modo, c'est un indice qui fluctue chaque année, alors qui suit un peu, d'ailleurs, un peu l'inflation et qui permet d'augmenter les loyers de manière tacite entre, on va dire, le propriétaire et le locataire. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, grosso modo, je peux augmenter cette variation. Ça, c'est assez classique, puisque dans tous les contrats de bail, vous l'avez à peu près. Voilà. Donc, exemple, l'IRL, quand j'ai signé le bail de l'ancien locataire, était à 100, sur une base 100. L'IRL aujourd'hui, dernière IRL connue en tout cas, est à 110. Ça veut dire que je peux appliquer 10% d'augmentation du loyer. Bon, c'est quasi inexistant, 10% d'augmentation sur les IRL, mais voilà, ça arrive là dernièrement. On a pu avoir quelques jolis pourcentages d'augmentation, alors qu'on a passé une période avec très très peu d'augmentation. Ça, c'est la première chose. Je vous rappelle quand même que, effectivement, si le bail concerne un logement qui est classé F ou G, vous ne pouvez pas réviser le loyer. Ça, c'est impossible. Vous ne pourrez pas réviser le loyer si le logement est classé F ou G. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est très simple. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Vous devez appliquer l'IRL. Et puis, si depuis le départ de l'ancien locataire, vous avez réalisé des travaux et que ces travaux sont d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, le nouveau loyer peut être fixé librement à partir du moment où vous remplissez les conditions suivantes. 1. Les travaux d'amélioration ont été faits depuis moins de 6 mois. Donc, c'est-à-dire que vous venez de finir le chantier. Ça fait un an qu'il est inoccupé, ok, par exemple, mais vous venez de finir le chantier. Voilà, ok, vous avez mis plusieurs mois à faire le chantier. Et le montant de ces travaux est au moins égal à la dernière année de loyer. Voilà. Et là, on n'est plus dans les 15% qu'on a vu tout à l'heure, mais là, on est dans
on va dire, une fixation libre du loyer. Voilà. Donc, je reprends mon exemple tout à l'heure. J'avais un loyer à 400 € par mois. Mon locataire est parti. Voilà, le logement est vide. J'en profite pour faire des travaux. Ces travaux, je les termine. Je mets mon bien en location. Eh bien, figurez-vous que je peux librement fixer le montant du loyer suite au départ de mon locataire. Donc, je ne suis pas tenu de le faire dans la limite des 15% du montant des travaux. Donc ça, c'est top. C'est vraiment une bonne, on va dire, solution pour pousser aussi les propriétaires qui sous-louent un peu, quand je dis sous-louent, c'est qui sous-évaluent plutôt leur loyer, à faire aussi des travaux d'amélioration et d'entretien du patrimoine. Ça peut être intéressant. Et puis j'ai le cas aussi où les travaux que je fais sont d'un montant au moins égal à 50% de la dernière année de loyer. Ok ? Donc 50%. Donc là, on est sur un montant de la moitié du loyer annuel. Donc là, par contre, j'ai plus de conditions. C'est un peu moins flexible parce que les travaux sont un peu plus light, a priori, puisque moins coûteux. Donc, grosso modo, ça va être quoi ? Des travaux d'amélioration, comme on l'a vu tout à l'heure, ou des travaux de mise aux normes de décence. Si par exemple mon logement est insalubre, ne répond pas aux critères de logement décent. Je vous invite d'ailleurs à réécouter la capsule numéro 16 que j'avais faite sur le podcast qui s'intitule « Tout savoir sur le permis de louer et les logements décents et les critères de logement décent » parce que je m'y arrête un bon moment pour vous expliquer en quoi un logement peut être décent ou non décent. Donc, grosso modo, si vous faites des travaux, je reprends, qui sont des travaux d'amélioration ou des travaux de mise aux normes de décence, vous pouvez appliquer une majoration du loyer. Mais ces travaux, ils doivent avoir été réalisés depuis le départ du dernier locataire, dans les parties communes ou privatives. Ça, on a compris, puisque le logement était vacant, donc on a compris. Et être d'un montant, comme je le disais, au moins égal à 50% de la dernière année de loyer, hors charge, toujours hors charge. Et si ces deux conditions sont respectées, on va dire que c'est le cas, là vous pouvez appliquer une augmentation du loyer annuel équivalente à 15% du montant des travaux TTC. Et puis on a un cas donc de nouvelle mise en location après moins de 18 mois d'inoccupation avec un loyer sous-évalué. Donc là on rejoint encore un peu une partie de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on constate que manifestement le loyer est sous-évalué par rapport à des logements comparables situés dans les mêmes zones géographiques. Mais attention, du coup, après ce constat-là, il faut que l'augmentation du loyer ne dépasse pas 50% de la différence entre deux sommes qui sont 1. Le montant du loyer qui est déterminé par la référence aux loyers qui sont pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables, comme je le disais tout à l'heure, dans la même zone géographique, et avec le dernier loyer appliqué du précédent locataire, éventuellement d'ailleurs révisé de l'indice de révision des loyers, l'IRL, si ça n'a pas été fait dans les 12 derniers mois. Voilà. Donc en fait, là, dans ce cas-là, vous devez prendre la différence entre le montant du loyer du benchmark, on va dire, de l'analyse concurrentielle en fait, sur le marché, du prix du marché de votre logement, plus le dernier montant du loyer connu. Voilà. Plus l'IRL, donc auquel vous ajoutez l'IRL si jamais vous n'avez pas révisé ce loyer dans les 12 mois précédents. Donc voilà. Grosso modo, je reprends mon exemple. Mon précédent locataire payait 400 € de loyer. Je constate que le prix du marché, c'est 500 €. Mais je n'avais pas révisé le loyer du précédent locataire sur les 12 derniers mois. Pourtant, j'aurais dû le faire parce que l'IRL, donc l'indice de révision des loyers, porterait mon loyer à 420 € par exemple. Bah, du coup, je ne peux prendre que 50% de la différence entre 420 et 500, donc en l'occurrence 40 € et pas 50 €, puisque du coup, j'applique cette IRL a posteriori. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais au pire, vous rembobinez un peu. Puis sinon, vous pouvez aussi aller tout lire. J'essaie de faciliter la tâche avec l'audio, mais vous pouvez aussi aller tout lire, évidemment, sur Service Public. Vous avez absolument tout. C'est à peu près ce que je fais. Et puis après, vous avez, en dernier lieu, une nouvelle mise en location, mais après 18 mois d'inoccupation ou plus. Voilà. Donc oui, de toute façon, si c'est après, c'est forcément plus. Alors là, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et bien là, c'est plutôt libre. C'est-à-dire que vous pouvez librement fixer le montant du loyer du moment que votre logement est classé A, B, C, D ou E. Par contre, pour les logements classés F et G, il ne doit pas être supérieur au dernier loyer que vous avez appliqué au précédent locataire. Donc imaginez un bien qui est libre depuis 4 ans. Il est en F ou en G. Vous ne faites pas de travaux, vous allez louer au loyer d'il y a 4 ans, qui souvent est sous-évalué.
Grosso modo, c'est une prime déjà à la rénovation énergétique, ça c'est certain, mais c'est une prime à la rénovation de manière générale, on le voit, et je pourrais conclure sur ça. On voit que l'encadrement des loyers, il est assez favorable pour les gens qui font des travaux, en tout cas dans les zones tendues. J'entends là, on s'est vraiment focalisé sur les zones tendues, et dans les zones qui ne sont pas concernées par des règles spécifiques, encore une fois, que je disais, comme des villes comme Paris, comme Lyon, comme Montpellier, Bordeaux, Lille et quelques autres. Voilà, donc je dirais, faites des travaux quand vous pouvez les faire, c'est bien pour entretenir votre patrimoine, c'est bien pour créer du déficit. Je pense que c'est bien aussi pour louer plus cher, pour avoir les coups de cœur, c'est bien pour pas mal de raisons. Donc moi qui suis vraiment un amoureux du patrimoine et qui n'ai jamais voulu faire de concessions sur l'entretien du patrimoine, que ce soit d'ailleurs dans les copros ou que ce soit dans les parties privatives, je vous invite vraiment à y penser très fort quand vous vous demandez si vous devez faire des travaux d'amélioration, etc., entre deux locataires et autres. Pensez au loyer que vous pratiquez, pensez à celui que vous pourriez pratiquer avec ces formules-là. Et prenez votre décision aussi en fonction de ça, parce que finalement, vous pourriez facilement les retrouver dans vos rendements et dans votre rentabilité à terme. Voilà. C'est peut-être pas suffisamment exhaustif. En tout cas, j'espère que ça vous a ouvert les yeux sur l'encadrement des loyers dans les zones tendues. Si vous n'êtes pas en zone tendue, je vous invite à aller sur servicepublic.fr. On y trouve tout plein de choses. Voilà, encore une fois, je n'invente rien. Je me sers aussi de ces ressources qui ne peuvent pas être plus fiables, puisque ce sont celles de la loi aujourd'hui et qu'elles sont sur les sites de l'État. Voilà. Merci encore à tous d'être là. Je vous ferai d'autres capsules dans les semaines à venir sur des problématiques relatives justement à la location, au loyer, etc. Et puis je vous partagerai, comme je vous le disais aussi en début d'épisode, j'essaierai de vous partager aussi un peu plus de vécu, de choses qui m'arrivent dans mes multiples activités autour de l'immobilier. Voilà. Merci encore à tous de votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.